Regardez ce petit déjeuner type pris par des millions d'Africains de ce que l'on appelle la classe moyenne. Regardez cette assiette. Sur cette table, on a l'illustration parfaite de la dépendance de l'Afrique dans sa consommation. Bon. Cette assiette de viennoiserie, la farine vient d'Ukraine ou de Russie. Le seigle que l'on a mis dessus vient également d'ailleurs. Donc ce pain est constitué de produits venant de l'étranger. Le croissant, nous sommes dans le même schéma, exactement dans le même schéma. La farine de blé vient d'ailleurs. Allons plus loin. Pour manger ce pain, j'utilise du beurre. Ce beurre, président, il vient d'ailleurs. Il ne vient pas d'Afrique, ce n'est pas du lait fait en Afrique. On aurait pu le produire ici, mais il est encore arrivé d'ailleurs, d'Europe. Ici, nous avons de la confiture de fraises qui va accompagner ce pain. Il est également fait ailleurs. Il nous arrive de France. À côté de ça, nous avons une omelette classique. Dans cette omelette classique, nous avons des champignons. Ces champignons, arrivés en conserve, nous arrivent également de France. Donc, sur cette table, nous avons également cette saucisse. La saucisse qui est là présente est arrivée en conserve. C'est de la saucisse venue de France également. Donc, sur cette table, qu'est-ce qui est finalement africain? Quand je prends la tasse de chocolat au lait, le cacao est récolté en Afrique. C'est le cacao qui nous arrive de Côte d'Ivoire ou du Ghana ou du Cameroun, mais qui n'a pas été transformé localement, qui est parti être transformé ailleurs avant de revenir chez nous sous cette forme-là. Et il est accompagné du lait qui n'est pas africain. Donc je cherche sur cette table finalement ce qui est africain. Et je vais peut-être me rabattre sur ce verre de jus d'orange pressé, est enfin de chez nous, j'ai envie de dire. Sauf que j'apprends que c'est de l'orange venue d'Espagne. Donc là encore, même le jus de fruits pressé n'est pas à nous. Heureusement qu'il y a quelques initiatives comme celle-là qui de plus en plus utilisent nos propres produits pour fabriquer de la confiture, par exemple comme celle du fruit de la passion ou du fruit du baobab que nous avons ici, qui enfin mettent par la grande porte certains produits africains sur nos tables. Cette assiette de fruits qui est composée au moins, et c'est là où on est un peu plus africain, de la mangue qui vient du Sénégal, de la papaye qui vient également de la sous-région ouest africaine, mais le raisin au-dessus est arrivé de France. Alors lorsque l'on regarde ce petit déjeuner en réalité, on s'est dit, si le monde est fermé, est-ce qu'on continue d'avoir ce petit déjeuner? Ne sommes-nous pas totalement dépendants là sur cette table d'ailleurs? Alors qu'est-ce qui nous oblige à consommer ceci? Est-ce que nous n'aurons pas pu produire cela chez nous? Est-ce que notre indépendance ne commence pas par là? De se dire, quand je me lève le matin, je mange quelque chose qui est produit en Afrique. Je consomme africain, même s'il doit y avoir des choses différentes qui arrivent d'ailleurs, mais que l'essentiel au moins soit d'Afrique. Imaginez que sur le continent, chaque matin, du 1,4 milliard d'Africains que nous sommes, il est juste 10% qui prennent ce même petit déjeuner. Si les produits importés qui le composent ne valent que $2 par assiette, ce qui est un plancher très bas par rapport à la réalité, cela représente plus de 280 millions de dollars que perd l'Afrique, qui quitte le continent chaque matin. Cela vous donne une petite idée des sommes qui manquent à notre économie, rien que du fait de cette denrée et qui enrichissent les autres, seulement du fait de notre inertie et du manque de volonté politique. Regardez, ça c'est quoi ça? C'est le pain ici, ça c'est 4 francs. Non, c'est trop. C'est comme ça caché. Et ça se comprend. Ils sont quelques-uns à avoir déjà entrepris de passer à l'action, de remplacer ces produits importés qui nous rendent si dépendants. C'est le cas de Guy-Marcel Ganta, dans sa boulangerie de Yaoundé au Cameroun. Nous façonnons donc ce pain qui est fait à base de farine de patates. Il est enrichi et également aux différents légumineux que vous avez vus pour apporter une alimentation assez sensible à la nutrition de la population. Le goût est vraiment différent. Dans le pain made in Cameroun, on peut ressentir qu'il y a des ingrédients, c'est peut dire naturels, comme la patate. Voilà, donc le goût, quand on mange, et ça remplit plus le ventre. Même démarche pour Amadou Gueye, le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Ça c'est du pain nebedaï. Le nebedaï c'est du moringa, c'est la couleur verte. C'est normal, il y a des vertus très nutritionnelles pour la santé. Là c'est du pain kéré, c'est-à-dire qu'on a mis 15% de mil et 15% de couscous. Ça régule sur le flux intestinal, c'est important pour les fibres. Donc c'est pourquoi nous conseillons les Sénégalais à surtout manger les pains à base de mil, maïs comme ça. mburu bi moom wax dëgg yàlla boo ko lekkee moom da ngay sentir ni yow lekk nga mburu te dis na quoi tamit te prix bi cher 100 francs lay jar amaana accessible na ci kenn ku nekk. Le patriotisme économique doit prévaloir. Il faut que l'État du Sénégal appuie non seulement les producteurs, les transformateurs de céréales locales, les boulangers, cette chaîne de valeur. Imaginons aujourd'hui, on est à 700 000 tonnes d'importation du blé. Si nous bloquons 100 000 tonnes sur les importations du blé,
qu'on puisse le remplacer par 100 000 tonnes de notre céréales locales, le mil, le maïs, le fognon, je vous laisse imaginer la création d'emplois au niveau des producteurs, la recherche aussi qui va venir des États par exemple, qui va essayer d'aider les producteurs pour augmenter ce qu'on appelle le rendement à l'hectare. Imaginons la création de nouvelles industries de transformation de nos céréales. Imaginons les boulangers pour la création d'emplois. Donc, c'est une chaîne de valeur. Ces initiatives qui sont à saluer, qui montrent que nous avons ce qu'il nous faut pour changer la donne, doivent être multipliées et encouragées parce que le marché existe. Et la demande est importante. C'est ce qui explique la ruée des grandes et des nations émergentes vers l'Afrique. Elles doivent s'étendre à de nombreux autres produits. Et elles doivent s'accompagner d'une adhésion de la jeunesse qui doit rompre avec le complexe qui a un regard biaisé sur l'agriculture et une approche un peu méfiante vis-à-vis des produits locaux. Il ne s'agit pas de rejeter ce que proposent les autres, non. Il s'agit de valoriser le Made in Africa. Avec 600 millions d'hectares de terres arables non cultivées, soit 60% du total mondial, l'Afrique a de quoi organiser sa production autrement qu'elle a été programmée par le colonisateur. Ça passe donc par une vraie réflexion. Digues et barrages vont favoriser dans les années 1920 une économie du trade que l'on peut résumer ainsi. Les colonies exportent des produits bruts et importent des produits fabriqués. Dans le domaine agricole, les cultures d'exportation sont le plus souvent des monocultures dont l'expansion appauvrit les sols et en favorise l'érosion. Autre inconvénient de ces pratiques, elles marginalisent des cultures vivrières et le mode de vie qu'elles déterminent. Coton, cacao, arachide, café, banane. Des productions soumises au prix que fixe le colonisateur. Des productions qui ne prennent leur valeur qu'inscrites dans un ensemble. Le Sénégal est spécialisé dans l'arachide. Bon. La Côte d'Ivoire, c'est le café, le cacao, les verres. C'est un pays beaucoup plus riche d'ailleurs, avec beaucoup plus d'eau. Donc nous étions un pays aride, semi-aride. Et pour nourrir les Sénégalais, on va chercher des brisures de riz d'Indochine. C'était cohérent. C'était très cohérent. Mais à partir du moment où chacun restait seul, la cohérence disparaissait. C'est là qu'il y a eu de grands problèmes. Produisons ce que nous mangeons. C'est la première condition pour gagner notre indépendance. Mais ceci est le travail des spécialistes du secteur. C'est une urgence. Stop au discours, passons aux actes. Les privés ont commencé, aux dirigeants de créer l'environnement, de permettre la naissance des champions dans le domaine de l'agro-industrie. Ce serait une grosse humiliation si, passé la crise actuelle, dans 5 ans, nous attendons toujours le blé russe et ukrainien pour nous nourrir. Cela conforterait un certain nombre de personnes dans l'idée de notre propension à la farniente, de notre incapacité à nous prendre en main. L'heure est aux solutions. Et ce à quoi on assiste en ce moment sur le continent traduit cette réelle volonté de la jeunesse. Aux dirigeants de créer le cadre, l'environnement économique favorable, avec des mesures d'accompagnement qui tiennent compte de l'urgence de se prendre en main. À ces dirigeants de montrer leur réelle volonté en créant les conditions pour l'éclosion des champions locaux. Personne ne viendra développer l'Afrique à notre place. Personne. C'est à nous de multiplier les Dangote, les Olemelou et autres milliardaires qui investissent dans de nombreux domaines et qui ne planquent pas leur argent chez les autres, mais le font fructifier sur place, dans le pays. C'est avec eux que l'Afrique prospérera. Et souvenez-vous, l'Afrique est le seul continent doté de toutes les ressources naturelles et humaines pour se développer. Le seul continent qui n'a pas besoin d'aller les chercher ailleurs, avec 54% des réserves mondiales de platine, 78% de diamants, 40% de chrome, 28% de manganèse. 19 des 46 pays d'Afrique subsaharienne possèdent d'importantes réserves d'hydrocarbures, de pétrole, de gaz, de charbon ou de minéraux. Et 13 pays explorent actuellement de nouvelles réserves. Et l'inventaire n'est pas exhaustif, croyez-moi. Si dans une dizaine d'années, l'Afrique n'y arrive toujours pas malgré la prise de conscience, c'est qu'elle doit avoir un réel manque en elle-même. Et dans ce cas, il faudra arrêter de chercher le ou les auteurs de son retard, de son sous-développement ailleurs pour l'identifier en elle-même. On sait désormais que nous avons tout ce qu'il nous faut. On sait désormais que nous ne devons rien attendre de l'autre. On sait désormais que l'autre a besoin de nous, de nos matières premières. Peut-être avons-nous besoin de sa technologie, mais nous tenons ce dont le monde a besoin. On sait désormais que notre nombre est un atout, que notre jeunesse est un avantage réel, que nous sommes un important marché. Alors arrêtons de nous lamenter et mettons-nous en ordre de bataille. Vous jeunes en avez la capacité. C'est le moment, celui de passer à l'action. Moins de discours et plus d'action.